C'est un plaisir de présenter l'honorable Mark Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Canada. L'honorable Mark Miller est né et a grandi ici à Montréal. Avant de se lancer en politique, il exerçait la profession d'avocat. Il s'est spécialisé en fusion et acquisition avec un accent particulier sur le droit international et commercial et a travaillé à Montréal, à Stockholm, à New York. Auparavant, il a servi comme soldat d'infanterie dans les forces armées canadiennes. Le ministre Miller a été élu pour la première fois en 2015 comme député de Ville-Marie, le sud-ouest, Île-des-Sœurs, à Montréal. Il a auparavant été ministre des Relations couronnes autochtones et ministre des Services aux Autochtones. Le ministre Miller est entré dans l'histoire en 2017 lorsqu'il a prononcé une déclaration à la Chambre des communes entièrement en Mohawk, marquant la première fois que cette langue était parlée à la Chambre des communes ou au Sénat depuis la Confédération. Il a également été un ardent défenseur d'un investissement fédéral accru dans le logement abordable. Nous en savons beaucoup là-dessus, le transport en commun et l'allocation canadienne pour enfants. Le ministre prononcera un bref discours, puis nous ouvrirons la porte aux questions via Slido. Ministre Miller. Bonjour. Kwek. Ce qui n'a pas été dit tout à l'heure, c'est que j'étais avocat juste à côté. Quand je suis venue ici, j'ai fait l'ignorance, mais j'ai passé plusieurs années à passer juste devant le Sheraton. Mon Mohawk ne s'approchera jamais de celui de Kevin Deere, mais ce qui a été aussi laissé pour compte dans ma biographie est que sa fille m'a aidé à préparer le discours dans la Chambre des communes. Et plusieurs autres m'ont aidé aussi. Et bonjour à tous. Voici l'heure à laquelle on arrive au Parlement et qu'on reçoit des huées. Donc, si vous voulez me faire sentir bien, sentez-vous libre. Alors, mais c'est lundi, alors un peu de retenue, s'il vous plaît. Merci pour la reconnaissance territoriale en Mohawk, qui reconnaît notre présence sur le territoire. Et merci pour l'invitation. Je suis heureux d'être avec vous, de revenir dans la ville où je suis née. L'immigration est une façon d'adresser les compétences des immigrants et d'inclure les petites communautés. Nos programmes pour les réfugiés sont aussi très importants pour remplir les buts humanitaires que nous avons. Nous sauvons des vies ici au Canada. Pour la 4e année, le Canada a accepté plus de réfugiés que tout autre pays, avec plus de 400 000 réfugiés en 2022 seulement. Nous continuons aussi à accueillir plus de réfugiés avec le rétablissement aussi de défenseurs des droits. Et
nous faisons une expansion des voies pour l'expansion économique aussi. Et ceci aide à répondre à la demande de main-d'œuvre. Bien que c'est une réalisation extraordinaire, nous reconnaissons aussi que certaines personnes sont encore en processus et nous allons continuer à évaluer ces processus. Le nombre de 40 000 n'était pas un plafond. Nous fonctionnons par ordre de priorité et continuons à acheminer les Afghans vers le Canada. Et dans les dernières semaines, nous avons vu beaucoup d'arrivants et ceci continuera. Et ceci se déploie bien plus loin que l'Afghanistan. Nous travaillons aussi avec le Soudan, où certaines personnes ne peuvent pas retourner dans leur pays, étant donné la situation politique. Ces mesures rendent possible l'accès au Canada à travers un statut temporaire. Ils peuvent changer leur statut en tant que visiteurs ou travailleurs temporaires de façon gratuite. Ce sont des permis qui permettent aux Soudanais de travailler, de se soutenir financièrement lorsqu'ils sont en vivant ici au Canada. Ceci aide la population soudanaise qui habite déjà ici. Et ces mesures iront jusqu'en octobre 2024 pour montrer notre soutien envers les gens qui sont affectés par ce conflit. L'année dernière, les arrivées ont cru de 133 % comparé à 2021 et le Canada a reçu le plus d'immigrants. Et mon ministère a fait le travail de présenter le plan des niveaux d'immigration pour les prochaines années. Plus tôt cette année, j'ai déposé le plan pour 2024, 2025, 2026. Et au Canada, nous allons stabiliser notre approche. Ceci veut dire que nous allons maintenir notre cible de 485 résidents permanents 1000 résidents permanents l'année prochaine, incluant des réfugiés, des personnes protégées. Et en 2026, le nombre de nouveaux arrivants trouvera un plateau à 500 000 pour que la population puisse croître de façon soutenable et pour prendre en compte aussi les besoins au niveau du logement. Ces niveaux fonctionnent très bien pour notre tradition humanitaire et aussi pour nos besoins en termes de main-d'œuvre et de croissance. Ceci affectera bien sûr les infrastructures et le système de santé. On me rappelle souvent
que les avantages de l'immigration s'étendent bien plus loin que dans les grandes villes, comme Toronto, Montréal, Vancouver. Et nous travaillons à soutenir l'immigration et des stratégies d'immigration qui permettront à des plus petites communautés de bénéficier de l'immigration. Et nous espérons aussi leur vitalité économique, mais aussi démocratique. Nous voyons les résultats de programmes comme le Atlantic Immigration Program, qui est intégral qui est très important pour mes collègues dans l'Atlantique, ainsi qu'un programme dans le Nord. Ces programmes viennent en réponse à un besoin de distribuer l'immigration à travers le Canada. C'est une opportunité aussi pour ces communautés d'avoir des agences et de faire des choix, que ce soit en réponse à des événements mondiaux pour aider les personnes déplacées, les réfugiés, que ce soit au niveau du soutien de notre système aussi. Nous savons que l'immigration continuera à jouer un rôle important dans les priorités du gouvernement. Et des organisations comme la vôtre qui fait un travail que nous ne pouvons faire sont essentielles. L'IRCC est très heureux d'être un partenaire de cette conférence qui rassemble plus de 100 organisations, des fournisseurs de services, des municipalités, des partenaires francophones. Comme vous le voyez, aux premières lignes, nous avons vu le nombre de demandeurs d'asile tripler et le nombre de demandes augmente. Et nous allons probablement voir des mouvements populationnels croître dans le futur, et ceci inclut la cause des désastres naturels. Donc, nous travaillons pour mieux servir nos clients et les Canadiens également. Nous travaillons avec des organisations pour aller chercher de nouvelles idées et pour se préparer pour l'avenir. La dernière année, comme vous savez tous, nous nous sommes engagés vraiment pour explorer les politiques d'immigration et comment on peut créer une vision commune pour l'avenir, pour le Canada. Nous voulons renforcer notre système d'immigration et nous assurer que l'immigration contribue à la prospérité économique du pays. Alors que nous avions des sessions d'engagement sur le système d'innovation, nous avons demandé aux Canadiens comment va le Canada. Une des choses qui a été dite souvent, c'est qu'on peut être fier de notre réputation internationale en ce qui a trait à notre réaction aux défis de l'immigration et des réfugiés, l'accueil des réfugiés de partout. Donc, c'est grâce à la recherche, à l'éducation et au niveau national et provincial, mais aussi au niveau humain.
Maintenant, c'est le temps des questions. S'il vous plaît, veuillez utiliser Slido pour soumettre des questions, voter pour des questions. Donc, on va sur www.slido.com et vous entrez le code P2P 2023. Je serais bien étonnée qu'il n'y ait pas de questions. Nous allons commencer avec la première question. Quelles mesures le gouvernement et l'IRCC met en œuvre pour soutenir les réfugiés palestiniens? Vous savez, les questions anonymes sont les plus belles souvent. Vous êtes bien gentils avec moi parce que généralement, quand c'est anonyme, les gens se moquent de moi. Et ma fille les suit religieusement, en fait. Premièrement, devant le désastre humanitaire à Gaza, il y a certaines choses sur lesquelles nous nous concentrons dans l'immédiat. La première chose, c'est de faire sortir le plus rapidement possible les Canadiens qui sont à Gaza ou les membres de la famille canadienne qui sont. Donc, ce sont des opérations qui sont d'ordre diplomatique, qui sont très délicates. Vous savez quelles sont les différentes difficultés. Et nos réussites sont assez modestes à cet égard. Il y a plusieurs familles qui sont prises à Gaza et qui veulent quitter. Et donc, nous travaillons quotidiennement sur ce dossier. Deuxièmement, une des considérations sur le plan humain, c'est vraiment de regarder quelle sera la prochaine étape. Pour le moment, notre ministère est très préoccupé par l'escalade. Donc, nous nous concentrons bien honnêtement à la planification d'une potentielle escalade dans cette aussi zone géopolitique, notamment au Liban, et aussi l'évacuation potentielle de milliers de Canadiens et leurs familles qui sont dans ce pays. Donc, nous allons évaluer la situation alors qu'elle évolue dans toute zone de guerre. Il y a toutes sortes de considérations à prendre en compte. Il faut s'assurer que les civils ne sont pas blessés. Et comme vous avez entendu le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, la grande majorité des gens aussi au Parlement, nous devons nous assurer de faire la promotion de la paix et la libération aussi des otages et tout le travail diplomatique qui doit être fait pour que la mort de civils cesse. Donc, ça, c'est vraiment une priorité pour ce gouvernement. Sans parler complètement publiquement, il faut être prêt à la conséquence inévitable que nous devrons accueillir des citoyens, des gens de Gaza. Donc, c'est un travail qui est fait en continu. S'il y a des gens qui sont ici au Canada, nous essayons d'être le plus flexible possible pour prolonger leur permis de séjour, leur visa. Merci. La prochaine question. À la dernière conférence P2P, excusez-moi, j'ai passé par-dessus une question. Nous avons regardé la possibilité d'avoir un programme de régularisation pour tous les migrants, mais on nous a dit que c'était imminent qu'une chose pareille se ferait, mais on n'a pas vu d'action de la part du gouvernement. Quand est-ce que ce programme deviendra une priorité pour le gouvernement? J'ai commencé ma carrière au Parlement, comme membre de Parlement, notamment
pour me battre pour l'amélioration de ce parcours, justement. Je sais que qu'il faut aller dans cette direction-là. Moi, j'étais surpris lorsque je suis devenue membre du Parlement de tous ces parcours de ces gens, et il y a des raisons économiques et humanitaires pour avoir un programme qui soit global, et il y a de la résistance au niveau des institutions et les différents mécanismes du gouvernement aussi résistent. Je reconnais que ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps, et pour qu'un ministre puisse aller de l'avant avec ce programme, moi, j'ai fait l'engagement d'aller de l'avant, que ça se fera dans la prochaine année, donc d'amener ça au cabinet. Les questions auxquelles nous faisons face, et j'essaie d'en parler de manière assez publique, ce sont les coûts, alors que nous sommes dans une ère de contraintes fiscales, et on sait qu'on ne pourra pas plaire à tout le monde si cela est adopté. Mais il faut que ce soit beaucoup plus large que ce que nous faisons en ce moment. Je me suis engagée publiquement, et j'ai aussi pris l'engagement d'en parler aux membres du cabinet. Je dirais qu'elle a mis au milieu du printemps, mais au même moment, on travaille sur d'autres initiatives sectorielles au niveau de la construction, de l'industrie de la construction, par exemple, où il y a des gens qui perdent leur statut, et à cause des besoins, des impératifs et des approches plus globales que nous devons adopter il y a des gens dans l'industrie de la construction qui pourraient avoir un parcours accéléré vers la résidence permanente. Et c'est pas tant d'en faire un projet pilote. Mon département, mon ministère aime beaucoup les projets pilotes. Mais bon, parfois, ils deviennent permanents, ces projets pilotes, mais c'est quelque chose qui sera une réponse partielle. Donc, on continue à travailler là-dessus. C'est une question de portée et d'ambition et de timing. Prochaine question. Est-ce qu'il y a des considérations qui sont faites pour prolonger l'admissibilité au niveau du financement aussi des services d'établissement? On a vu avec la réponse ukrainienne que les besoins, il y avait des besoins sans statut de résidence permanente. Il faut être très réaliste. Aussi, lorsque je parle aux gens, nous avons... l'expérience ukrainienne nous a donné beaucoup d'idées sur ce que nous devrions faire, et ce à quoi nous devrions porter davantage attention. Bon, je vais réserver mes commentaires pour plus tard sur ce que ça devrait être. Et au niveau du volume, c'est le plus grand. C'est le plus grand accueil dans l'histoire récente que nous avons fait, et ça vient avec des défis pour les gouvernements provinciaux. Mes collègues l'ont soulevé à la rencontre territoriale provinciale vendredi dernier à Toronto. Je pense que personne ne nous pardonnerait si on ne le faisait pas, mais je ne pense pas que c'est le modèle pour toutes les formes de réinstallation et de relocalisation. Il y a des différences. Vous pourriez dire que certains sont plus égaux que d'autres, mais les Ukrainiens, le programme, en fait, que nous avons mis en place a été toujours perçu vu comme étant quelque chose de temporaire. Mais c'est quelque chose auquel nous allons devoir faire face, alors que les gens vont
s'installer au Canada, avoir des enfants au Canada. Donc, en ce qui est trait au temporaire, nous ne voulons pas, pour l'instant, étendre ces programmes aux résidents temporaires. Nous en avons discuté avec nos collègues qui n'étaient pas très contents non plus de mes réponses, qui doivent aussi prendre des responsabilités au niveau provincial. Nous avons été assez ouverts au gouvernement fédéral et aussi adopté une approche assez vaste, mais on veut s'assurer que les gens sont bien accueillis au Canada. On voit qu'il y a des besoins accrus pour les provinces de prendre leur place, d'améliorer aussi les façons de faire. S'ils veulent avoir tous les bénéfices de l'immigration, ils doivent aussi prendre les responsabilités de l'immigration, de l'accueil. Lorsqu'on regarde il y a certains écosystèmes qui sont peut-être peu favorables. Donc, il y a une responsabilité aussi au niveau provincial. Alors que nous ne remplissons pas cet espace, nous ne prenons pas cet espace, il faut que ceux qui en sont responsables en prennent donc la responsabilité. Donc, au niveau des... une dernière question. Comment l'IRCC veut-elle réduire les obstacles au permis de travail pour les professionnels qui sont éduqués à l'étranger, formés à l'étranger? Donc, les nouveaux arrivants pourraient aider le Canada dans différents domaines professionnels. Oui, ça ressemble un peu à ma rencontre avec avec mes homologues provinciaux. Donc, ils me disent qu'est-ce que moi je fais pour pouvoir faire leur travail. Donc, c'est une juridiction, en fait, qui relève du provincial. Ça ne veut pas dire que le fédéral ne fait rien, les bras croisés. Il y a un rôle de plus en plus grand à jouer pour avoir une approche qui soit harmonisée. Mais ce que je peux faire, et c'est ce qu'on nous dit au niveau des syndicats, et les employeurs également, et les provinces, c'est de continuer à jouer un rôle pour harmoniser davantage plusieurs des lois, des réglementations qui existent et le rôle du gouvernement. Si le gouvernement fédéral joue son rôle de manière efficace, nous pourrions créer un espace où nous aurions des règles et des parcours en immigration qui soient harmonisés. Donc, il ne faut pas tant travailler sur des points, des éléments particuliers, les talents, les compétences des gens en utilisant le système de points. Mais si on crée des programmes qui nous permettent de regarder les règles en place, les professions qui sont réglementées et créer justement des parcours qui sont plus faciles et plus simples, ce soit peut-être parrainé par un syndicat ou autre. Donc, alors, c'est leur responsabilité de s'assurer que les gens soient bien intégrés dans la main-d'œuvre. Donc, c'est un problème auquel nous faisons face lorsqu'on parle des barrières aussi interprovinciales. C'est pas quelque chose qu'on a résolu vraiment comme pays. Il y a certains trajets. L'Alberta fait des choses intéressantes. La Colombie-Britannique aussi adopte des lois sur certaines professions pour s'assurer que l'expérience est plus simple. C'est inacceptable que quelqu'un qui arrive ici et qui est hautement qualifié et se retrouve à faire un travail pour lequel il est complètement surqualifié. Donc, ce n'est pas que les normes ne sont pas importantes, elles le sont bien sûr. Et on comprend que les provinces et territoires puissent avoir des normes et des règles. Mais souvent, c'est utilisé comme levier politique, donc on ne peut pas l'ignorer. Mais comme gouvernement fédéral, on n'a pas une juridiction qui est globale et englobante. Et ce que j'ai reçu comme rétroaction de mes homologues provinciaux, c'est qu'ils sont bien conscients de la situation.
Et il devrait y avoir une compétition saine entre les différentes juridictions, les différentes provinces, sur qui ils recrutent. Donc, s'ils ont des meilleures conditions de travail, ils peuvent attirer plus de gens. Donc, je pense que ça peut être sain comme compétition dans le Canada et peut-être ça va pousser les provinces récalcitrantes à améliorer la situation. Veuillez vous joindre à moi pour remercier le ministre Miller pour sa présence aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions.